Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pendant 2 jours, à Lyon, les Fashion Tech Days ont rassemblé des experts, marques, institutions et startups autour de la thématique « Performance durable, comment allier performance et baisse d'impact ». Un événement conçu pour découvrir et comprendre comment l'utilisation des technologies peut renforcer les pratiques éthiques et durables de la filière textile afin d'offrir des perspectives nouvelles et innovantes pour l'avenir de la filière. Bonne écoute! C'est quoi les innovations qui sont en train de mijoter en ce moment? Est-ce que vous pouvez tous nous dire un peu ce que vous voyez arriver de très important dans notre filière mode, textile, luxe et sport? Allez, on commence par Jérôme. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon, ouais, ça fonctionne. Bonjour à toutes et tous. Merci Annick pour l'invitation pour cette table ronde. Avant de parler d'une innovation en particulier, moi je viens d'un univers qui n'est pas du tout l'univers textile, je viens du domaine de la chimie, des matériaux de construction avant, et je dois dire qu'en arrivant dans le textile, dans l'univers textile au sens large, j'ai découvert un monde en fait beaucoup plus innovant que ce qu'on l'imagine quand on est à l'extérieur, avec énormément d'innovations dans plein de domaines qui sont certains domaines que je ne connaissais même pas. Et aujourd'hui, moi je ne vais pas forcément dire qu'il y a une innovation en particulier qui m'a marqué, mais il y a toute une série d'innovations, notamment autour du développement durable, enfin autour du durable. Les premiers points sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment à l'IFTH, c'est les domaines de l'énergie et de l'eau. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une crise énergétique qui a débuté de façon qui a été un peu accélérée l'année dernière à cause de la guerre en Ukraine, mais qui de toute façon, à un moment donné, nous pendait plus ou moins au nez. Et en parallèle de cette crise, il y a une crise de l'eau qui revient de façon cyclique tous les étés, qui va se renforcer. Et la filière textile a beaucoup de travail et travaille beaucoup justement. Donc il y a un gros programme qui a été lancé par l'Union des industries textiles avec les pôles de compétitivité de l'IFTH pour essayer d'identifier en fait des technologies qui pourraient permettre aux industries textiles de consommer moins d'eau et moins d'énergie. Je ne vais pas faire un laïus sur l'industrie textile, le CO2, etc. Mais aujourd'hui, il y a de gros travaux, de grosses innovations qui sont faites, qui sont réfléchies dans ce domaine-là, notamment autour de tout ce qui va concerner les techniques, on va dire, d'ennoblissement, donc de coloration des vêtements, qui est aujourd'hui la partie dans le procédé qui consomme le plus d'énergie et d'eau. Et donc toutes les technologies en fait, qui sont utilisées dans d'autres secteurs, mais qui vont pouvoir nous permettre de baisser, voire annuler, mon voisin de droite pourra en parler, mais les consommations d'eau dans l'ennoblissement. Donc là, il y a vraiment un axe très riche d'innovation autour du textile. Le deuxième point, où il y a beaucoup d'innovations, vous en avez pas mal d'exemples dans la salle, c'est le recyclage. Alors attention, le recyclage ne fera pas tout. On parle beaucoup de recyclage, recycler nos t-shirts en coton par exemple, c'est pas infini. Le t-shirt, vous allez le recycler 1 fois, 2 fois, et après ça va un peu poser des problèmes, ça va un peu s'arrêter. Donc il y a toute une série d'innovations qui sont autour de ces technologies-là. On va beaucoup sortir, j'ai parlé pas mal des technologies de recyclage qu'on appelle chimiques. Alors ça paraît parfois comme un gros mot, il faut le faire proprement, mais c'est des technologies qui peuvent permettre en fait de recycler beaucoup plus longtemps. Alors on est plus sur les fibres synthétiques que sur les fibres naturelles, mais voilà, il y a vraiment tout un domaine d'innovation qui s'ouvre sur ces technologies-là. Et ensuite, pour terminer, il y a le digital. Alors le digital, c'est tout et rien, on lui fait dire beaucoup de choses, mais le digital peut aider pas mal, notamment pour tout ce qui va être autour de la création et de la production agile et du travail des salariés. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter des ateliers textiles, c'est pas les métiers les plus fun pour les gens qui travaillent dedans. Donc il y a tout ce qui va être autour de la robotique, la cobotique pour aider les gens à baisser la pénibilité au travail et à rendre ces métiers plus attractifs. Et il y a tout le travail de digitalisation des collections qui vont permettre en fait de réduire les consommations de matière et de pouvoir être plus agile dans la fabrication de nos vêtements. Voilà, donc je n'ai pas fait une innovation en particulier, mais c'était juste un topo un peu large de ce qui se passe, entre autres, j'en ai peut-être oublié, dans le textile. Merci Jérôme. François, toi qui es un spécialiste de l'impression, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine ? Alors, moi, je vais vous parler d'impression et les innovations autour de l'impression. ITMA était un super salon au mois de juin qui réunit toute la profession textile autour des technologies. Moi, je vais voir des grandes tendances sur ce que j'ai vu sur ITMA, ce que les différents acteurs dédiés à l'impression textile industrielle présentent. On va parler de simplification des process, on va parler de préservation des ressources, c'est un des points que tu avais abordé. La localisation, et le Covid a été un facteur, mais accélérateur de ce domaine-là.
c'est aussi la réduction des déchets. Et ça c'est vraiment c'est en complément de la prévalorisation des ressources. Et puis aussi tout ce qui va être réutilisation, recyclage. Voilà, moi c'est ces 6 tendances-là. Simplification des process, c'est une constance que l'on trouve depuis plusieurs années, c'est l'automatisation, c'est aussi attirer des nouveaux talents sur un secteur qui a du mal à recruter, avec une pyramide des âges qui est défavorable. Donc on passe d'un marché de spécialistes à un marché de créateurs. Les ateliers d'impression qui se créent, les personnes qui vont utiliser les process, sont des jeunes créateurs, sont des jeunes qui ont envie d'arriver sur un monde industriel, mais qui n'ont pas forcément envie de mettre les mains dans l'eau froide à 5 heures du matin. Donc voilà, c'est un public qui change, et les ateliers peuvent tourner comme ça. Il y a différents ateliers qui sont montés, on va parler d'ateliers agiles à Roubaix. Au sein de l'atelier, il n'y en a pas beaucoup de personnes qui sont issues du milieu du textile. Donc la simplification des process. Deuxième marché, deuxième vraiment axe de développement et d'innovation sur le marché de l'impression textile, ça va être la préservation des ressources. Alors là, c'est vraiment le but est d'avoir des outils d'impression sans eau. Voilà, réduire, le waterless. Quand on passe du conventionnel au numérique, on admet que 30% d'énergie en moins. Et vous voyez déjà le coût de l'énergie qui a été multiplié chez certains acteurs de 5 à 7. Et puis aussi une réduction d'eau qui va jusqu'à 90% en digitalisant son travail, en s'équipant d'une solution numérique. Donc on s'aperçoit que par rapport à cette ressource qui devient vraiment cruciale sur le marché du textile, dans l'ennoblissement textile, le fait de pouvoir s'équiper de nouvelles technologies, et les innovations sont là-dessus pour pouvoir proposer des solutions qui réduisent la consommation d'eau, voire supprimer l'utilisation de l'eau dans l'impression textile. Autre axe de développement, c'est la localisation. La localisation, c'est assez simple. C'est qu'avant, les usines, elles sont parties très très loin. Et on s'est aperçu que ça posait des problèmes, rien que pour les masques, on s'en souvient avec le début du Covid. Et donc, les différents industriels qui fabriquent des machines se disent, ben voilà, on a besoin de faire des machines avec une empreinte au sol beaucoup plus faible pour pouvoir mettre ces industries au cœur des bassins de vie. Bassins de vie, ça veut dire que c'est les zones d'emploi, c'est les zones de chalandise. Donc, c'est pouvoir mettre des ateliers au cœur de nos territoires. Les ateliers qui se créent sont des ateliers qui ne sont pas, qui sont au cœur des villes. Je parle de Roubaix, je parle de Paris, je parle de Toulon. Des ateliers qui se créent au cœur des besoins des utilisateurs et où l'accès à l'emploi, à pouvoir avoir des utilisateurs, puisse être facile pour eux pour pouvoir travailler. Autre grand axe de développement, d'innovation, c'est la réduction des déchets, c'est la gâche. C'est gâcher de l'eau, gâcher de la matière, gâcher de l'encre. Ce sont des coûts cachés en période justement où il faut pouvoir récupérer des marges. Les industries textiles ont besoin de réduire tout ce qui est gâche, coûts cachés. On le verra après quand on va parler, est-ce que c'est possible d'avoir la croissance et localiser des emplois. La réduction déjà de ce que l'on fait, c'est déjà une bonne chose. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et puis après, derrière, c'est aussi des développements sur la réutilisation, sur le recyclage, l'upcycling. Voilà les grands axes de notre point de vue, ce que l'on trouve sur le marché de l'impression textile, quels que soient les constructeurs. Nathalie, avec ta plateforme magique, est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment tu as eu l'idée de faire cette plateforme et ce travail de titan ? J'appuie sur le bouton. Il marche là, vous m'entendez ? Oui. Alors on est à peu près. Parfait. Oui, en quelques mots, en fait, pour répondre à la question, non, on n'entend pas. Il faut que je parle plus près. Là, ça va mieux comme ça ? Parfait. Excusez-moi. Oui, pour répondre à la question d'Annick, en fait, je suis partie, moi, de l'idée, j'ai une carrière dans l'innovation et je suis aussi à l'origine ingénieur et plutôt dans la chimie, qui est donc transversale. Donc j'ai un peu cette tendance à être tout le temps transversale. Et c'est l'idée, en fait, que l'innovation, désormais, elle a toujours concerné tous les secteurs, mais encore plus aujourd'hui, parce que les sources de richesse à venir en innovation sont justement
au niveau de toutes les interfaces des disciplines et des métiers. Et sur cette idée-là, je suis partie, et puis surtout dans l'idée aussi que l'innovation doit désormais s'atteler à de vraies problématiques. Ce n'est pas faire un produit pour un produit, mais c'est faire un produit qui correspond à un besoin véritable des gens de la société, ou aussi répondre à toutes les problématiques environnementales et sociétales qui nous font face aujourd'hui. Et pour ça, donc, je suis partie sur l'idée qu'il fallait d'abord poser une toile de fond pour poser toutes ces problématiques. Et la grille des ODD, des 10 ODD et des 169 soucis m'a paru être la plus évidente parce qu'elle est conventionnelle. Et alors, les ODD, tu peux nous redire? Alors, les tout le monde ODD, ne les connaît pas. Les ODD, effectivement, ils ont déjà presque une dizaine d'années. Ils ont été créés par l'ONU en 2015. Et donc, ils constituent en fait une grille d'analyse universelle de toutes les problématiques auxquelles on doit s'atteler. Donc, il y en a 17. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller jusqu'aux sous-cibles, parce que les sous-cibles reposent sur des statistiques, enfin, étayent la pertinence de chacun des ODD. Et l'idée, c'était pour qu'effectivement on arrive à être transversal, c'était de collationner le maximum d'innovations transsectorielles, multidisciplinaires, et de les rattacher à ces ODD. Et après, de développer tout un corpus sémantique, parce qu'après, c'est créer un moteur de recherche en fait, écosystémique, et qui permet donc à chaque fois de partir de son périmètre. Donc, par exemple, sur le textile, effectivement, il doit y avoir aujourd'hui déjà une centaine de solutions, mais qui, du coup, traverse toute la chaîne de valeur de l'industrie. C'est-à-dire, on part des matières premières et on va jusqu'à, effectivement, le recyclage, qui pour moi est effectivement l'ultime besoin à accomplir, parce qu'avant, il y a tout un travail véritablement de transformation en profondeur de nos activités, et d'aller vers la sobriété demande effectivement de reposer tous nos systèmes de valeurs et nos cahiers des charges, en fait. Et donc aujourd'hui, en fait, le portail est à un niveau de maturité assez intéressant, puisqu'il y a 900 solutions vraiment décortiquées, mais d'un point de vue critique, parce que ce qui est important aussi, ce n'est pas d'apporter un catalogue à chacun de nous, c'est d'apporter les éléments pour pouvoir raisonner et pouvoir ensuite challenger. Là, c'est une possibilité, mais je la confronte à une autre. Quels sont les acteurs, du coup, avec lesquels je peux collaborer? Et là, on trouve, effectivement, on nous a expliqué, effectivement, que là, on rentre dans une période de pénurie pour certaines matières, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on rentre au contraire dans une époque d'une richesse extrême en créativité. Et aussi, c'est la période des composites, parce que quand on parle, moi je ne suis pas trop pour le recyclage, parce que que ce soit du papier ou du textile, la fibre s'altère, etc. Et donc on perd au final des propriétés, et à un moment donné, ça ne devient plus praticable. Mais dans les matériaux composites qu'on peut recomposer, et donc recomposer pour d'autres industries, ce qui est fascinant de voir, c'est qu'on trouve des produits avec des qualités, des caractéristiques physico-chimiques supérieures, qui peuvent avoir donc des utilités incroyables, que ce soit dans le domaine automobile, dans la construction, en matière d'isolation thermique, acoustique, etc. Et aussi une période d'hybridation des métiers. Parce qu'en fait, pour développer toutes ces nouvelles possibilités, il faut aller se frotter à des gens avec vraiment des métiers très très différents. Et vraiment, c'est passionnant. Et du coup, l'innovation prend... Pour moi, là, on est vraiment à l'aube d'une innovation mais qui se démultiplie sans arrêt, en fait. Qu'est-ce que tu vois comme grande direction, toi, sur ta plateforme, dans toutes les nouvelles innovations que tu répertories? Est-ce que c'est complètement foisonnant dans tous les sens, ou est-ce qu'il y a quand même des directions qui se dégagent? Alors, c'est foisonnant. Mais ce qui est primordial pour moi, c'est effectivement de réduire la source première de toutes nos difficultés, qui est le trop-plein. On est dans trop de volume. Effectivement, on fait face à des pénuries. On a la problématique de l'eau qui nous touche, qui est cruciale et qui est vitale. Mais quand on sait que dans l'industrie de la mode, c'est un chiffre que j'ai intégré il n'y a pas très longtemps, la production a doublé entre 2000 et 2015. Et là, jusqu'à 2030, il est prévu qu'elle augmente encore de 60%. Donc après, on peut imaginer toutes sortes de process pour recycler, mais ça ne suffira pas. Donc il faut intégrer toutes les nouvelles technologies aussi qui sont en train aussi de progresser de façon exponentielle, et effectivement le digital, les outils techniques. Il y a des merveilles technologiques qui sont en train de se mettre en place, et puis en plus avec cette dimension locale, effectivement de faire des choses plus petites pour qu'on rentre vraiment dans l'ère du Fab Lab en fait. Et là, par exemple,
juste un exemple en tête et qui est assez intéressant. Par exemple, on sait tous la fast fashion, donc c'est facile, hein, on commande sur Internet, on se fait livrer. Il y a le tiers des produits qui sont achetés à cette façon-là qui sont renvoyés. Ça coûte 100 milliards par an aux marques pour assurer cette logistique. Et là, je vois des solutions qui sont en train de se développer de cabines virtuelles d'essayage, et donc qui permet en fait de fabriquer son avatar et de tester des vêtements et de voir déjà dans un premier temps si ça convient à sa taille, etc. Et ça, j'y crois beaucoup en fait. Pour moi, on revient à la noblesse de la mode et pour moi, les couturières ont un avenir flamboyant en fait, parce que chacun avec des nouveaux outils, ces outils logistiques, plus effectivement des outils techniques partagés dans des quartiers, voilà. En fait, il suffira de trouver en fait, son fabricant personnel, en fait. Et tout devient possible, en fait. Avec à disposition une diversité de modèles de création mondiale, en fait. Alors, justement, on arrive au point qui nous soucie, c'est le point de la baisse des volumes, ou en tous les cas des volumes de produits neufs. On a du mal à se le dire quand on est une entreprise, de se dire demain je fabriquerai moins qu'aujourd'hui, mais on voit bien qu'on va devoir quand même passer par là si on veut baisser notre impact sur tous les sujets qui nous préoccupent. Donc comment la technologie va nous aider? Ça peut être effectivement adapter mieux les vêtements à notre taille avec des outils qui nous permettent de le vérifier. Est-ce qu'il y a d'autres innovations en outils qui vont nous permettre cette baisse de volume, en fait, dans l'industrie de la mode? Ah oui, moi j'en vois une tout de suite déjà, c'est de produire à la demande. Parce que la production à la demande, ça évite ce trop-plein. Et puis cette perte de rentabilité organisée par les marques et par le marché. C'est-à-dire que quand on entend qu'un tiers des vêtements est renvoyé, que d'argent perdu, que de temps perdu, alors qu'il suffirait de produire à la demande et d'imprimer à la demande pour pouvoir justement garder sa rentabilité et pérenniser et même développer des emplois. Je crois que 70% des vêtements vendus ne sont pas vendus au prix à lequel ils ont été conçus. Je ne sais pas si c'est clair. En dessous du prix de revient. Exactement. Ça veut dire que 70% des vêtements ne sont pas vendus au prix initial. Quelle perte de marge, quelle perte de rentabilité. Moi, j'ai un exemple en tête, c'est Petit Bateau. Ils sont passés de 10 semaines à 10 jours de réassort, rien qu'en localisant en France l'impression numérique. Avant, c'était un peu plus loin, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Ils ont toujours des ateliers là-bas. Mais ça veut dire que maintenant, ils peuvent faire du Made in France et sentir les tendances. Ça permet de pouvoir, pour eux, d'avoir un stock réduit. Ça réduit les invendus, ça réduit les stocks dormants. Je pense que c'est assez vertueux de pouvoir produire à la demande. Je pense que c'est déjà le mode de commercialisation préféré des marques françaises, Made in France. Oui, toutes les jeunes marques qui se lancent, en fait, adoptent ce modèle de production à la demande parce que ça soulage leur trésorerie, bien sûr. Elles ne sont pas obligées déjà d'acheter du surstock, de commander des minimums de tissus, par exemple, dont elles n'auront pas besoin, ou de commander auprès de fabricants 6 mois, 8 mois à l'avance, et donc du coup de les payer bien avant qu'elles aient vendu. Donc c'est un système qui est aussi économiquement le préféré des jeunes marques, et c'est très bien. C'est-à-dire le poids économique sur elles est aussi quelque chose de vertueux pour l'environnement. Et la production à la demande permet donc de relocaliser, donc de créer des emplois de proximité. Donc je pense que par rapport à la thématique de dire décroissance en termes de volume et pérennisation, voire développement des emplois, un modèle comme ça permet de pouvoir résoudre cette équation. Et puis on revient, juste une petite précision, on revient à quelque chose moi qui m'est cher, c'est le terme de qualité. Et souvent j'utilise en fait cette définition. En fait, la qualité, c'est un mot latin qui vient de qualitas. Et qualitas, en fait, c'est une inversion
qui en fait vire tel quel. Et quand on dit tel quel, c'est pour moi la notion d'avoir un contrat avec son consommateur, c'est-à-dire qu'on lui vend quelque chose qui lui convient et sur lequel on a établi effectivement un accord de principe. Et donc ça permet effectivement de s'opposer à qualité, où en fait voilà, on constate et on voit les dégâts aujourd'hui, où on produit, on fait du volume, etc. Mais on n'a plus du tout cette notion de contrat qui est la base même de tout cahier des charges normalement. Et, je me permettrai, il fonctionne, c'est bon. Juste en préalable, effectivement, dire en termes de technologie, quelles sont les technologies qui permettront. Il ne faut pas oublier de dire qu'en fait, la technologie ne fera pas tout. Et s'il n'y a pas de changement de comportement au niveau consommateur et marque, parce qu'on a tendance à charger les consommateurs, on est quand même souvent, on n'a pas l'impression, mais on est quand même souvent très influencé par l'extérieur. Donc il y a un vrai travail autour de tout ça. Ensuite, au niveau de décroissance des volumes, etc. Donc décroissance est un mot qui fait peur, mais ce qui est bien, c'est que dans le textile, on peut tout faire et tout aller dans le bon sens. Aujourd'hui, grosso modo, ça dépend des stats, mais il y a entre 8 et 9 vêtements sur 10 qui sont importés. Si au lieu d'acheter 10 vêtements, dont 9 sont importés, on n'en achète que 5 ou 6, dont 3 ou 4 sont fabriqués en France, on a déjà triplé la production made in France, tout en achetant 2 fois moins de vêtements. Donc on joue, c'est ça qui est bien dans le textile, c'est qu'on peut jouer sur les deux tableaux en même temps. Et on sait aujourd'hui, notamment grâce à notre modèle énergétique, que la production de vêtements en France, en termes environnementaux, est aujourd'hui plus propre que les productions faites dans certains pays. 2 fois en moyenne, je crois. Hein. Ça peut. Alors on verra quand la Chine ce sera mieux renouvelable, ce sera autre chose. Mais aujourd'hui, et puis il y a toute la partie chimie, j'en parle pas, les conditions de travail, n'en parlons pas non plus. Mais aujourd'hui, voilà, je voulais juste en préambule effectivement parler de ce point-là. L'autre point, effectivement, je rejoins, ça va être la fabrication, tout ce qui va tourner autour de l'innovation, autour de la fabrication à la demande. Donc tout ce qui va être plutôt les systèmes de logistique, les systèmes les ERP, donc les outils de gestion de la production. On travaille, nous aussi, sur des optimisations des logiciels de mensuration, donc tout ce qui va être les prises de mesures à distance, pour justement pouvoir adapter au mieux les vêtements aux personnes qui vont pouvoir les acheter. Et on a évoqué la durabilité. Donc ça, alors, je ne vais pas faire de la lutte sur la durabilité physique des vêtements et la durabilité qu'on appelle extrinsèque, c'est-à-dire liée à l'émotion qu'on a liée aux vêtements qu'on porte. Mais sur la durabilité dite physique, aujourd'hui, on est en train de mener des grosses études pour essayer de la comprendre, de mieux l'appréhender, de mieux la mesurer. Et clairement, il y a des gros travaux à faire sur ce côté-là qui vont amener aussi, je pense, à de l'innovation dans nos modèles de consommation. Et je prends l'exemple, j'avais entendu ça de chez Michelin, qui en fait veut faire des pneus qui ne se crèvent plus. Et du coup, au lieu de vendre des pneus, parce qu'ils vont vendre moins de pneus, ils vendent des kilomètres de pneus, des kilomètres d'usage. Et peut-être qu'il y a de l'innovation aussi, alors qui est moins dans mon domaine de prédilection, mais de l'innovation dans nos modèles de consommation. Et je sais qu'il y a des marques de sport, je pense, qui commencent à faire beaucoup de location, même de vêtements. Les gens sont encore loués des vêtements, ça commence à se lancer. Mais voilà, je pense qu'il y a toute une série d'innovations qui ne sont pas à proprement parler technologiques, mais qui sont des innovations autour de nos modèles de vente et des modèles de consommation. Voilà. Oui, il y a tout ce qui couvre en fait ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité en fait. Hein. Donc effectivement, ça tient en compte l'idée de garder si on est dans le textile, les habits ou les textiles plus longtemps. Mais il y a aussi cette notion de partage des assets, en fait. Hein, de dire, voilà, par exemple, j'ai un bâtiment, j'en utilise pas toutes les salles, en fait, voilà, je pourrais le sous-louer, etc. De la même façon, j'ai des voitures, peut-être que je peux aussi les partager. Et donc là, il se lance aussi pas mal de plateformes. Et aujourd'hui, c'est possible. Le digital rend ça possible, où en fait, on peut mettre tous ces biens à disposition et nouer des contrats facilement les uns avec les autres au sein d'une communauté en fait. Et donc on n'est plus du tout, et ça le droit aussi est en train de porter ça, on rentre plus dans une économie de l'usage que de la possession en fait. On est en train de... on a un avènement exponentiel du digital, mais nous aussi on va être amenés à passer dans l'immatériel en fait. Hein. On y est déjà en fait. Et la richesse, elle est plus dans le matériel. Plus on s'allège, plus on est agile, plus on est à même de s'adapter à tout ce monde qui est dans une... Effectivement, on en a parlé tout à l'heure, des incertitudes qui maintenant sont chroniques, mais pour pouvoir y faire face le plus sereinement possible, il faut vraiment être agile. Donc l'immatériel, il va falloir un peu rentrer effectivement dans la matrice en fait. Hein. Et juste, je me permets juste effectivement d'en profiter pour passer un petit message aussi. Il y a des sciences qu'on a souvent dénigrées dans le technique, hein, les sciences humaines et sociales. Et je pense qu'on ne pourra pas faire ces transitions sans s'appuyer un peu plus qu'on le fait aujourd'hui sur justement cet ensemble de sciences humaines et sociales.
qui vont nous permettre de changer tout ça. Et absolument, tout ça ne peut pas... Enfin, moi, ce que j'essaie de faire avec la plateforme, c'est en fait d'apporter tous ces éléments-là en terreau pour amener les gens, parce que tout ça ne se fera pas sans les équipes, en fait. C'est les équipes qui doivent se saisir. C'est pas que de la technique. Ah, c'est absolument pas que de la technique. La technique, elle est là pour montrer qu'en fait, il y a plein de possibilités, mais qui va mettre toutes ces possibilités en musique ? C'est vous, enfin, c'est toutes les équipes, en fait. Et avec un goût et un appétit et un sens accru de la curiosité, en fait, parce qu'il y a tout à créer. Ce monde, on est en train de... C'est vraiment une étape de métamorphose, c'est pour ça qu'on n'y comprend plus rien, comme dit Julien. Mais il est passionnant. Mais après, il faut pouvoir s'y retrouver. Et là, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est justement de permettre aux gens de rentrer dans cette nouvelle dimension, mais en tirant des fils, c'est-à-dire voilà, ne pas s'y perdre, en fait. Parce que chacun, par son métier, peut rentrer et devenir créateur, en fait. C'est ça qui se passe, en fait, aujourd'hui. C'est que tous, on doit prendre en main notre destin, nos métiers, créer des produits qui ont vraiment du sens, mais de façon pragmatique, évidente, et surtout en allant s'inspirer, parce qu'on est maintenant une communauté mondiale, et les idées, elles sont partout, et c'est intéressant d'aller s'inspirer des uns et des autres, et surtout, là, aujourd'hui, d'aller s'inspirer de ceux qui sont les plus vertueux, en fait, en tant qu'à faire, on gagne du temps. Alors, j'en profite pour dire qu'on est en train de mener un groupe de travail sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération au sein de l'association Fashion Grenoble. Il y a notre chef de projet Manon qui est là, qui a mis une veste verte. et on mène un travail extrêmement intéressant où on est en train, en fait, de se rendre compte que la connaissance des clients est vraiment très imparfaite. Donc il va falloir recommencer aussi à investir, à comprendre les gens, à quoi ils rêvent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, qu'est-ce qu'ils ne sont pas prêts à faire, pourquoi. Voilà, on est en train de se rendre compte de ce grand manque au sein de la filière et de réfléchir à des solutions pour justement mieux coopérer, mieux comprendre, mieux interagir avec les consommateurs pour pouvoir créer des produits, des nouveaux usages, peut-être remettre des usages anciens, comme de repriser ses chaussettes, voilà. Donc de remettre en place des usages ou de créer de nouveaux usages pour que justement, peut-être, les marques et les entreprises vendent plus de services et un peu moins de produits neufs, peut-être. C'est ça l'idée. Alors, moi j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que, on parle de performance dans cet événement, est-ce que réduire l'impact, il va falloir un peu transiger avec la performance? Est-ce que parfois on n'est pas en surperformance, en surdemande de performance? C'est quoi votre avis là-dessus? Il y aura une excellente table ronde demain sur les low-tech, justement, pour évoquer cette problématique. Là, on ira plus dans le détail, oui. Dans le détail. La question, c'est le besoin. La vraie question, c'est le besoin. Et aujourd'hui, on va être obligé, alors, pourtant, c'est un directeur scientifique qui dit ça, mais on va être obligé de s'adapter. La science ne pourra pas amener à tout. On voit aujourd'hui, on a une grosse thématique, par exemple, sur ce qu'on appelle les PFAS, donc les produits fluorés qui rendent certains vêtements imperméables à l'eau et dangereux par les rejets. Aujourd'hui, on n'a aucune solution technique à court terme qui va remplir les mêmes fonctionnalités. La question va se poser, est-ce qu'on a besoin dans toutes les applications de toutes ces fonctionnalités? On revient à ces notions de fonctionnalité. Et voilà, pour moi, effectivement, non, on ne pourra pas. Il va y avoir on va être obligé d'adapter certains de nos comportements, certaines de nos façons de... Il y a beaucoup, les couleurs sombres sont très à la mode. Les couleurs sombres, ce n'est pas forcément les meilleures pour l'environnement non plus. Donc il va peut-être falloir accepter qu'à terme... Je ne donne pas le bon exemple alors aujourd'hui. Non, désolé. Non, et c'est là, je pense qu'il y a un vrai travail aussi en amont sur tout ce qui va être les créateurs, les créatrices de mode, d'adapter et d'intégrer en fait tous ces nouveaux changements en termes de matière. Les vêtements recyclés, ils n'ont pas les mêmes couleurs parce qu'à un moment donné, quand on recycle du vert avec du rouge, on n'arrive pas à avoir du blanc, sauf si on délave, donc on remet de la chimie, etc. Mais quand on parle de sens, enfin, je veux dire, c'est intéressant de pouvoir expliquer ça en fait. Enfin, je pense que ça intéresse. Je pense que voilà, donc les besoins doivent changer, les besoins doivent évoluer, et on revient à cette notion de quoi on a besoin. Et la mode, la création, si on parle des vêtements, devra évoluer aussi. Je pense notamment au sport, qui lui, on va dire, market de la performance. Mais est-ce que si je pars faire un tour en vélo le dimanche, j'ai besoin de vêtements de coureurs cyclistes? C'était ça un peu ma question. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin? Il y a certains progrès dans les matières, dans les nouvelles matières, etc., toujours en faisant attention à ces problématiques d'environnement, qui peuvent permettre d'obtenir un bon compromis sur toutes ces performances-là. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le vêtement de sport est un exemple de vêtement à haute performance. Il y a tous les vêtements de protection notamment des pompiers.
Cela, il y a des choses où on ne pourra pas transiger. Là, on rigole pas. Il y a des choses où on ne pourra pas transiger. Est-ce qu'il faudra des exceptions? Est-ce qu'il faudra, je ne sais pas. Aujourd'hui, je parle des vêtements de pompiers parce que voilà, ça fait partie des sujets où c'est dur de transiger. Sur le sportif du dimanche, entre guillemets, c'est pas péjoratif, on peut transiger sur certaines choses. Sur le pompier, sur certains autres, on ne pourra pas. François, Alors moi, quand on parle de performance, c'était aussi la notion de calcul de cette performance. Et je pense que les modes de calcul actuels faussent les innovations durables. Je m'explique. Les certifications, c'est super bien, c'est très bien, ça donne un indicateur. Après, je pense que ce qui serait mieux, c'est d'avoir une vision globale du marché de l'entreprise. Je pense que et c'est pour ça que moi, les objectifs de développement durable de l'ONU, je pense que ça peut être c'est une vision beaucoup plus holistique et qui est moins technique, qui est moins, je peux très bien être GOTS et faire travailler des enfants. Voilà, sur une autre entreprise. Je peux très bien être Ecotex et chercher une main-d'œuvre la moins chère du monde ou faire de l'évasion fiscale. Voilà. Donc je pense que c'est plutôt avoir une vision qui soit plutôt holistique des acteurs et que la performance soit pas juste une performance technique, une capacité à faire une encre. C'est très bien, hein. Je pense qu'il faut rester sur ces exigences, ces marqueurs qui sont des certifications et nous on le sait par rapport aux encres et les mailles vont être de plus en plus fines. Donc ça va demander de plus en plus d'innovation technique dessus. Maintenant, pouvoir mesurer la performance durable au travers, justement, ces 17 objectifs de développement durable, me semble un autre critère qui est plus global et qui nous protège tous en tant que consommateurs et citoyens. C'est davantage définir une entreprise durable avec des critères qu'une addition de produits plus ou moins durables. Exactement, voilà. Alors, ce que je dois dire, effectivement, je rejoins tout à fait ça, parce qu'en fait, c'est l'essence même du travail que je mène là, depuis 2 ans. C'est que ce qui est dans le portail, c'est qu'en fait, chaque innovation, bonne pratique, est donc corrélée, comme je vous l'ai dit, au 17 ODD 169 SOCIP, ce qui permet à chaque fois de voir ce que j'appelle l'aspect fractal en fait, de la solution. C'est-à-dire à cette solution, outre le fait que voilà, il y a aussi un résumé et puis l'exposition de ses impacts, en termes de ESG aussi, si elle permet de décarboniser, d'économiser l'eau, etc. Mais immédiatement, de façon très imagée, avec les ODD, on voit à quel ODD elle s'adresse. Et logiquement, enfin maintenant, avec la compilation que je peux déjà faire, on voit très rapidement en fait, les entreprises qui sont dans la transformation, parce qu'elles ne se contentent pas de faire des solutions techniques. C'est-à-dire qu'effectivement, elles incluent d'autres manières effectivement, de travailler, d'intégrer aussi des enjeux dans leur périmètre au niveau social, etc. Mais même au-delà, en fait, elles vont travailler par exemple sur l'ODD 15, qui est la vie terrestre. Donc elles vont mener des travaux de reforestation, trouver des partenaires, etc. Elles vont travailler effectivement la ressource en eau, donc l'ODD 6, etc. Et tout ça, ça crée en fait un storytelling en fait, et qui est facile avec lequel il est très facile ensuite de communiquer et de justifier. Parce que tout devient, à ce moment-là, tout devient beaucoup plus cohérent. Est-ce que dans les autres pays, il y a des choses qui nous inspirent? Je sais pas, en Europe, ailleurs, est-ce qu'il y a des... François, tu me disais un jour, mais je ne comprends pas, à Com, ils ont je ne sais pas combien de centaines d'imprimantes numériques, donc beaucoup plus économes, beaucoup plus écologiques. Et en France, on en a, je ne sais pas, 10 fois moins, ou j'en sais rien. C'est ça. Donc, pourquoi l'Italie fait mieux dans ce domaine? Alors, je pense qu'il y a des pays qui sont des locomotives et qui ont gardé leur écosystème. Et je pense que quand on garde un écosystème, quand les différents acteurs de l'écosystème ont envie de travailler ensemble, dès qu'on commence à travailler en silo, tant qu'il y a de l'argent, ça va. Quand ça commence à être un peu plus tendu, quand il y a un acteur qui est en défaillance, c'est tout l'écosystème qui est perturbé. Donc, je pense que travaillons ensemble, misons sur l'éducation, sur l'enseignement, sur la transmission. Et je pense que la France pourra partir dessus. Nous, sur la partie impression textile, l'Italie est la locomotive.
Et puis après, ça va être Turquie et puis Espagne, Portugal. Voilà, c'est des locomotives. Pourquoi ? Parce que dans l'impression précède la confection. Donc l'impression suit là où la confection se fait. Et ce que tu disais tout à l'heure, Annick, c'est le manque de couturières freine le développement du Made in France. C'est pas forcément les acheteurs, c'est pas forcément l'envie. On est passé d'un marché de militants à un marché de mode. Et je pense que si jamais il y avait de plus en plus de... Alors il y a plein d'actions, il y a des centres de formation, mais ça veut dire que si jamais le travail manuel, l'industrie manufacturière était beaucoup plus valorisée, je pense qu'on arriverait à nourrir ce cercle vertueux. Et je crois que dans l'impression, il y a assez peu de formation aussi en France. Il y a assez peu de formation. C'est pour ça que la digitalisation du flux, je prends c'est pas parce que c'est Fashion Green Hub, mais quand même, atelier agile à Roubaix, les personnes qui utilisent les machines, aussi bien de découpe que d'impression, ne viennent pas. Donc c'est plus facile de se former à ces nouvelles technologies. Tu n'as pas besoin de 10 ans d'expérience. Okay. Non, c'est-à-dire que c'est imprimer sur une solution textile, quel que soit le constructeur, c'est comme imprimer sur son imprimante à domicile. C'est la même logique de transfert du fichier. Donc ça veut dire que ça attire énormément de nouveaux talents. Donc c'est-à-dire qu'il y a un mélange. Donc on ne vit pas sur un schéma comme on travaillait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Pas avec des clones, en fait. Pas avec des clones. Et puis, c'est traditionnellement, un imprimeur qui fait sur du coton, il ne va pas faire de la soie. Ok, il y a des contraintes techniques, mais maintenant, il y a des outils qui permettent d'imprimer sur toutes les matières avec la même machine. Donc, ouvrons-nous, quoi. Jérôme, sur toi qui est suite à l'ITMA, là où tu as vu tout ce qui se passait justement, dans le monde entier. Donc déjà, on n'a pas à rougir de notre niveau d'innovation, particulièrement en France. Il y a des petites faiblesses, on pourra en parler. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on part aussi avec un handicap qui est la faute de pas de personne, mais en fait, on a énormément souffert pendant les périodes de délocalisation du textile. C'est que non seulement la main-d'œuvre s'est délocalisée, mais les fabricants de machines. Et quand on va à l'ITMA, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus grand salon mondial sur les machines textiles au sens large. Les fabricants français, alors je sais qu'il y en a ici, mais il y a très peu de fabricants de machines textiles au sens large français. Et en fait, on part avec ce handicap, entre guillemets, en termes d'innovation, c'est que ceux qui sont en France et qui y sont restés, on a des vrais sujets de développement, mais on part avec cette difficulté, effectivement, on n'a plus ce tissu, on a perdu ce tissu c'est plutôt des PME en général ou des moyens grands groupes, sur toute la partie machine amont. Donc effectivement, de facto, l'innovation sur ce type de machine, c'est un peu décalé aussi. Puisqu'on n'a plus les machines, on n'a plus les fabricants, on fait moins d'innovation dans ces domaines-là. Donc ça, c'est un vrai domaine qu'il faudra remettre et ramener en France. C'est vrai dans le textile et c'est vrai dans d'autres industries également. Le fait qu'on ait une absence de ce tissu industriel de PME, ça c'est pour moi une vraie faiblesse qu'il y a moins dans d'autres pays, notamment l'Italie qui a su garder, l'Italie ou l'Allemagne qui ont su garder effectivement des fabricants. Donc à l'ITMA, c'est ce qu'on voit. Après, effectivement, il y a une faiblesse structurelle du taux d'innovation en France, du taux d'investissement dans l'innovation en France. On est en retard par rapport à certains de nos voisins. Ça, c'est important de parler d'argent quand même à un moment. J'ai hésité, puis je me suis dit, allons-y. Mais si. Mais après, l'argent pour l'argent, non. L'innovation doit se faire proprement, on parlait de collaboration, etc. Et je pense, alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, je vais être honnête, mais on a plein de choses à apprendre entre industries de différentes. Je prenais l'exemple tout à l'heure, je vais revenir sur mes histoires de produits fluorés qui font qu'effectivement le vêtement... on a un produit qui s'appelle la poêle Tefal, par exemple, pour ne pas le citer, qui a exactement le même problème. Il faut qu'on apprenne à plus. On a ce tissu dans d'autres secteurs industriels, il faut qu'on parle plus entre nous. Ils ne sont pas loin. Ah ben non, avec Seb, ils sont pas très loin de l'IFTH. Mais voilà, après, est-ce qu'on a à rougir ? On a eu des échanges avec la Corée ou d'autres pays. Je pense qu'il faut qu'on creuse parce qu'on n'en est pas forcément au même stade de l'évolution dans notre façon de voir les choses et les innovations. Donc je pense qu'il y a des partages à faire qui ne sont peut-être pas assez, à mon sens, encore aujourd'hui. On parle peu, on a des équivalents IFTH dans d'autres pays européens. On ne se parle pas encore assez, à mon sens, on ne partage pas assez. Pour plein de raisons historiques, on a des raisons de concurrence, comme tout le monde aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses à construire. Il y a un appel à projet européen qui va se mettre en place. On essaie de pousser pour qu'il y ait un appel à projet textile, donc avec des ressources fléchées sur le textile. Parce que le textile est souvent l'oublié de tous ces process, sauf que le textile, les gens l'oublient. Alors c'est dans les vêtements que vous portez, mais le textile, c'est dans l'aéronautique, c'est dans les pneus, c'est dans à peu près
Nous, on travaille avec des industries dans le spatial, on travaille avec des industries du pneu, on travaille avec des industries de la cosmétique. La caricature utile, les fossiles ou ces choses-là, les perruques, c'est du textile. Hein. Donc le textile est absolument partout et les gens ont tendance à l'oublier. Je pense qu'il faut, si on veut relancer l'innovation, il va falloir remettre ça. Est-ce qu'il y a assez d'argent aujourd'hui? Il faudrait qu'elle soit placée au bon endroit, en fait. Je pense il y a des financeurs dans la salle. La réponse est toujours non. Mais il y a non et il pourrait être mieux utilisé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de est-ce qu'il en a besoin de beaucoup plus? Il en a besoin de plus sans doute. Est-ce qu'il a besoin d'être mieux utilisé? Sans doute aussi. Les deux vont... Je ne suis pas non plus pour qu'on donne tout le temps à tout. Ce n'est pas le sujet, il n'y a pas d'argent pour tout le monde. Est-ce que la recherche, par exemple, est assez financée? En France, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques, non. On n'est pas à l'objectif de Lisbonne des 3% du chiffre d'affaires des entreprises investies en recherche et du PIB non plus d'ailleurs. Donc si je prends les chiffres, on est en retard, oui. Après, quand on parle d'argent, il y a quelque chose quand même qui est en train de se passer en ce moment, c'est que la réglementation est en train aussi de révolutionner un certain nombre de choses, et notamment, je pense que vous êtes au courant, donc il y a la directive de la CSRD qui vient d'être adoptée là, par l'Europe et qui va rentrer en application à partir de l'année prochaine. Alors d'abord pour les entreprises au-delà de 250, mais très vite ça va s'adresser à tout le monde en fait. Hein. Et puis par le jeu de la relation client-fournisseur, ça s'adresse déjà à tout le monde. Et donc ça c'est un point essentiel justement pour amener la transformation, pour l'accélérer. Et la CSRD, c'est quoi? Donc c'est le reporting de sustainabilité. Donc c'est-à-dire que chaque entreprise va devoir démontrer effectivement à quels ODD elle s'attelle en dehors de son activité de fabrication de produits, à quelles problématiques elle répond véritablement. Et puis la CSRD n'est en fait que le moyen pour la finance dite durable. On peut avoir des débats là-dessus, mais justement d'intégrer des données mesurées, parce que dans les plans de transformation qui vont être demandés aux entreprises, il va falloir effectivement faire des vrais plans d'action avec des vrais reporting. Enfin, je suis ma décarbonation, mais pas que. Je suis mes réductions d'impact sur la biodiversité, je les mesure, etc. Je vois leur progression. Pour qu'ensuite, effectivement, tout ça soit mouliné par les gestionnaires de portefeuille de la finance durable qui vont devoir classer les entreprises pour lesquelles elles vont investir. Et aussi, il y a en même temps, en parallèle, il y a tout ce qui est la taxonomie européenne, donc qui permet de classifier en fait les différentes activités. Donc des activités brunes, voilà, on sait de quoi on parle, qui sont scotchées sur les énergies fossiles, les activités dites de transition, et les activités vertes, donc là véritablement l'énergie renouvelable, voilà tout ce qui est aussi la séquestration de carbone, enfin le travail au niveau de l'agriculture régénérative, etc. Donc ça c'est plus un discours, c'est vraiment des choses qui vont s'imposer. Mais la principale chose, c'est la volonté de se transformer vu toutes les problématiques systémiques dont on a vu tout à l'heure une brillante présentation. J'ai juste un exemple en tête pour vous montrer en fait on est dans un monde d'incertitudes, mais certaines sont évidentes, elles sont comme le nez au milieu de la figure, et pourtant le monde les a intégrées et a fonctionné comme ça. Il y a un exemple, c'est le canal de Panama. Le canal de Panama est suite à des problèmes de déforestation incroyables, parce que, je l'ai appris, c'est qu'en fait, le canal de Panama, il fonctionne avec de l'eau douce. L'eau du canal est alimentée par 2 lacs qui sont en altitude et qui sont des lacs d'eau douce. Chaque fois qu'il y a des gros tankers qui font le passage, il y a l'équivalent de 500 piscines olympiques qui sont déversées dans la mer. Et qu'est-ce que c'est le canal de Panama? C'est 6% du volume de nos transports logistiques mondiaux. Donc ça veut dire que le canal étant... Et d'ailleurs, ils y travaillent, ils ont compris qu'ils étaient en sursis, en fait. Hein. Donc 6%, on a eu l'Evergreen là, qui était coincé dans le canal de Suez, mais là, on peut avoir simplement une réduction à quasiment rien du trafic dans le canal de Panama. Donc ça veut dire qu'il faut relocaliser, il faut retravailler les circuits, il faut réintégrer nos activités au plus près pour toutes ces raisons-là. Oui, il va y avoir des risques mondiaux beaucoup plus importants sur géopolitique ou de catastrophes. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, on ne les a pas encore tout à fait imaginés. On a eu un responsable de finances durables qui est venu nous parler l'autre jour, là, dans un groupe qu'on mène de prospective au sein de l'association, qui nous expliquait que BPI
et la Banque de France sont en train d'analyser toutes les entreprises françaises via les futurs critères ESG et de commencer à les classer. Et que même le plus grand fonds vautour, le pire, le plus nain, qui est BlackRock, commence à exiger des investissements dans lesquels il va aller. Alors, je ne sais pas s'il va sortir du fossile, mais en tous les cas, pour ces nouveaux investissements, il va réclamer que ces critères ESG soient visibles et analysés. Donc, vous voyez qu'il y a aussi il y a la technologie, certes, mais la technologie, elle ne va pas tout faire, mais elle va peut-être nous aider à avoir les bonnes données, si on parle 3 minutes. Parce qu'on voit bien que dans tout ce qu'on veut améliorer, il y a quand même la question d'avoir des données. Donc ça, est-ce que ChatGPT va nous révolutionner la filière textile ? Je ne souhaite pas. Non, je pense que je suis très prudent sur les outils d'intelligence artificielle basés sur la donnée. Surtout ChatGPT qui se nourrit de sa propre donnée. Donc c'est un miroir. En fait. C'est un peu complexe. Ça peut aider. Un miroir déformant. Ça peut aider à voir des choses, mais pas. On sait qu'aujourd'hui, la donnée est le nerf de la guerre dans pas mal de. On parlait des mensurations tout à l'heure, des tailles. Bah là, c'est clairement un domaine de données. Sur la durabilité, on travaille énormément sur les données pour avoir le. Après. Est-ce que dans le textile, le monde des données, je pense dans la mode, par rapport, on parle de multiverse, de choses comme ça. Bon, on en parle beaucoup, pour l'instant on ne voit pas beaucoup, tout ce qui est autour du multiverse, on verra demain. Donc la donnée est un élément clé. Est-ce que c'est dans le textile qu'elle est le plus clé ? Je ne sais pas, je n'en suis pas persuadé par rapport à d'autres industries. Mais je maîtrise un peu moins effectivement tout ces... C'est-à-dire que là, quand je parle de CSRD, etc., c'est que les plans de transformation... Donc on parle d'agenda 2030 quand on parle des ODD, etc. Mais c'est une projection donc, sur un avenir à quelques années, en fait. Et donc il y aura un suivi des tendances. Et la donnée, elle ne vaut que pour ça, à mon avis. Elle va nous servir à mesurer nos progrès. C'est ça. Et à voir si on est bien aligné avec ces enjeux qui nous dépassent. Avant qu'on prenne peut-être quelques questions de tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit et qui est important à dire ? Ou est-ce que vous avez tout dit ? Non, je parle à vous, 3. Est-ce qu'il y a un point ? Après, j'ai parlé de la CSRD, on peut aussi parler du devoir de vigilance. Oui. Pour la mode, qui est quand même quelque chose de très important, parce qu'avec les dernières décennies, on a des exemples quand même assez fâcheux concernant ce qu'a pu occasionner la sous-traitance que je qualifierais d'irresponsable, en fait. Et là aussi, c'est en train de se renforcer avec des pénalités sonnantes et trébuchantes qui vont être de plus en plus importantes. De même que, effectivement, dans ce travail des actuaires, etc., ça va leur servir à savoir s'ils veulent vous financer ou pas. Donc si vous ne vous transformez pas, à un moment donné, le banquier va vous dire non, je suis désolé, mais je ne peux pas vous prendre dans mon portefeuille, donc vous n'aurez pas de financement. Donc voilà, les pressions, elles sont là aussi, quoi. Juste pour ajouter ce que j'ai plus ou moins déjà dit, mais effectivement, on est aujourd'hui, elle a commencé cette rupture, ces enjeux climatiques, géopolitiques, humains. Et en fait, c'est un peu bizarre de dire ça, mais pour des gens qui font de l'innovation au sens large, c'est des enjeux passionnants parce qu'ils sont nécessaires et ils vont nécessiter d'aller encore plus vite. Aujourd'hui, on ne va pas assez vite, clairement, notamment sur certains enjeux climatiques et humains. Et donc, il va y avoir ces besoins de rupture en termes d'innovation, de façon de penser, de voir les choses, qui font partie de l'innovation aussi. Et je pense on est dans une période, je veux dire malheureusement, qui est passionnante par rapport à ces enjeux-là. C'est un vrai problème des fois de dissonance, mais... des enjeux de travailler ensemble avec les sciences sociales, parce qu'il va falloir aussi créer le changement, enfin faire qu'il arrive. Et ça passe par nos cerveaux et par le fait qu'on va aimer le faire ou pas aimer le faire, vouloir le faire ou pas vouloir le faire. Donc je pense que c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est d'ouvrir toutes ces coopérations à plein de disciplines différentes, que ce soit des chercheurs ou que ce soit des entreprises d'ailleurs, qui peuvent aussi aller échanger avec plein d'autres entreprises qui font des expériences dans l'Europe entière. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions ? On a 10 petites minutes pour échanger si on a envie. Pas de questions ? Oui, bravo.
Bonjour à tous. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un merci pour la qualité des échanges. Et donc, moi, je suis donc Héloïse Magneux, je suis la cofondatrice de Slow We Are. Et j'ai particulièrement apprécié le fait que voilà, vous ne parliez pas uniquement de performance technique, mais que vous parliez aussi de performance holistique, alignée aussi avec les ODD. Nous, c'est un gros travail qu'on mène avec Slow We Are depuis maintenant 7 ans. Et je serais vraiment ravie de lancer la coopération, donc je saisis la balle au bon, pour voilà, approfondir ces sujets-là, parce que je pense qu'on en a vraiment besoin dans la mode. Pas uniquement voilà, réfléchir sur les impacts techniques qui sont hyper importants et qu'il faut mesurer pour voir les axes d'amélioration, mais aussi lutter contre tout ce qu'on appelle le greenwashing, qu'on a rapidement mentionné, sans le dire ainsi, mais voilà, avancer en tout cas sur ces partages plus globaux. Voilà, merci. Avec plaisir. Bonjour, merci aussi pour les échanges, j'apprécie énormément. Vous avez mentionné comme solution donc, au volume qu'on produit, ce serait de pouvoir produire à la demande. Donc ça, je le vois bien pour une marque, une petite marque peut-être, après je suis loin de tout connaître, hein, mais j'ai du mal à voir comment ça peut s'adapter à un gros volume, à des marques qui produisent plus. Comment est-ce que vous envisagez ça? Quelle solution? Très simplement. Quelle mise en place? Très simplement, vous lancez des collections avec différents coloris. Au lieu d'en lancer 20 000, vous en lancez 10 000. Vous voyez comment le produit est reçu. Il y en a besoin d'autres. En 10 jours, il est en magasin. Voilà, c'est simple. Hein. C'est simple. En fin de compte, les barrières elles sont mentales, oui. Dans la tête, quoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez une imprimante chez vous. Imprimer 100 fois une feuille ou 100 feuilles, c'est pareil. C'est pareil en impression numérique, textile. Donc des délais de production très courts, finalement. Oui, et ça veut dire que vous savez que vous allez les vendre. Peut-être, on parlait du consommateur, il va falloir accepter que notre vêtement il arrive en 3 jours au lieu d'arriver en 2 jours. Voilà. Oui, mais quand on va lui expliquer que c'est pour la planète et que c'est pour ses enfants. Oui. Et vous avez les données, donc vous savez, d'année en année, les couleurs. C'est-à-dire que vous pouvez adapter. C'est quand même assez sidérant qu'il y ait des magasins qui font du chiffre qu'au moment des soldes. Enfin, moi, je comprends les marques françaises qui le Made in France qui milite en disant voilà, mon prix, ça représente des heures, c'est ce prix-là, quoi. Vous le prenez pas. Voilà. Il ne faut pas oublier que quand on fait de la production à la demande, on ne solde pas. Donc on fait une bonne marge, parce qu'on a déjà les commandes dans sa poche quand on lance des productions au fur et à mesure. On ne solde pas. Donc au final, même si on paie son produit plus cher parce qu'il est fait en France, comme on ne l'a pas démarqué, on gagne le même argent, ou pas loin. Voilà. Et ça, il y a un certain nombre d'enseignes, et lesquelles on a fait pas mal de tests à Atelier Agile, qui se le sont prouvés à elles-mêmes par A plus B. Voilà. Donc c'est un modèle économique qui peut fonctionner, il faut le tester, comme toute chose, hein, c'est un changement. Mais finalement, quand j'ai commencé mon métier, je crois au tout début des années 80, il y avait un système qui fonctionnait très bien, qui s'appelait le sentier. Moi, j'achetais aux Galeries Lafayette, et toutes les semaines, j'allais faire le tour d'un certain nombre de gens dans le sentier, et je commandais pour la semaine. C'est-à-dire, je disais, je veux ça. Ah non, ça c'est sympa. Ah non, fais-le-moi dans cet imprimé, c'est mieux. Toc, 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 fais-moi 500 robes et tu me les livres vendredi. Ça marchait comme ça. Donc ça a marché. C'est pas quelque chose qu'on invente et qui n'a jamais existé. Ça a marché de produire et de commander à la demande. Donc retrouvons cette méthode beaucoup plus vertueuse. Et on fera beaucoup d'économies de matière, de produits, de ressources, d'énergie et de tout. Ça, c'est quelque chose où il n'y a besoin que de notre intelligence pour le faire. Rien d'autre. L'automobile est en production à la demande. Dans le système inverse, le système actuel, tout le monde perd. Tout le monde perd. Pour se prémunir de la baisse des prix, de la baisse des marges, on va aller toujours produire plus loin pour moins cher, moins qualitatif.
Enfin, je pense que les exemples d'enseignes qui disparaissent, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais ça peut peut-être être un facteur à regarder. Je pense que voilà, je pense qu'il y a un modèle économique et c'est à nous, consommateurs, de réfléchir à ça, quoi. De se dire, voilà, et ça permet d'avoir des emplois. Oui, il y a une question là-bas, tout au fond. Ah, il y avait une question là. Oui, je fais juste une après, petite remarque. juste après. Vous avez parlé à un moment de la désirabilité d'un produit au niveau du sport. Et je pense qu'il y a un acteur auquel on ne parle pas, c'est celui de la communication et du marketing, qui est hyper important, qui donne envie d'acheter un produit, de le posséder, alors qu'en effet, tout le système de location que vous avez abordé est très important. Donc je pense qu'on peut aussi mettre ce focus-là à partir du moment où eux jouent le jeu également, de ne pas être tout de suite dans l'instant et dans la production immédiate ou l'achat immédiat, peut-être aussi prendre en compte tout ce système-là, tout cet écosystème qui doit participer aussi à l'amélioration de l'industrie dans sa globalité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le consommateur n'est pas le responsable, ou le seul responsable en tout cas de son activité de consommation. Ah non, j'ai fait le tour pour rien. Bonjour, c'est intéressant que le micro soit passé à Anne-Cécile avant moi parce qu'en fait, je rebondis complètement sur ce que vient de dire Anne-Cécile. On a eu la même idée en même temps. Ma question, c'était, c'est hyper intéressant et c'est ce qu'on essaye de faire maintenant dans les cursus mode, c'est de réfléchir aux besoins auxquels on répond, parce que ça, c'est des automatismes qu'il y avait sur le design produit, un peu moins sur le design de mode. C'est vraiment des choses sur lesquelles on réfléchit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur le besoin qui est créé de manière automatique et insistant? Je vais vous donner un exemple. Ce matin, ma fille de 8 ans m'a dit « Maman, tu connais Shine ?» Et là, j'ai cru que j'allais mourir sur place. Et je lui ai dit « Oui, je connais. » Et là, je lui ai sorti un hiatus de malade. Et en fait, je lui ai dit « Mais toi, comment tu connais ?» J'ai des copines qui ont. Elle a 8 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec ces besoins qui sont créés de manière constante et en grande quantité? Voilà, c'est ma question. Des lois. Oui, j'allais dire là, c'est des lois. Législateurs français, européens, je ne sais pas, mais à part ça, la technique ne pourra pas faire grand-chose. Ces entreprises comme c'est TikTok dont on parle, TikTok et Chine sont chinois tous les deux et main dans la main. Donc ils nous assomment d'offres et de promotions. Après, la chose qu'on peut faire d'un point de vue un peu technique, mais ça ne plaît pas à tout le monde, je parlais tout à l'heure d'un sujet sur la durabilité des vêtements sur lesquels on travaille, c'est d'essayer de mettre des critères objectifs et à terme des références pour que les gens achètent en leur âme et conscience et au moins l'information. Aujourd'hui, sur Chine, s'il y a marqué dessus une étiquette en rouge, votre vêtement n'est pas durable, bon, ça ne va pas enlever On peut aussi lui donner une énorme amende européenne pour ne pas payer la TVA dans les pays où il opère, par exemple. Ça va être un travail législatif et technique parce qu'il va falloir détecter aussi les allégations qu'on va mettre sur les produits. Donc, mais là, il y a aussi en fait quelque chose qui est aussi en train d'émerger très, très fortement. Il y a tout ce qui est l'étiquette intelligente, en fait, et qui va permettre en fait d'intégrer un maximum de data. Donc, les achats responsables, ils vont être plus faciles à aiguillonner, à guider le consommateur vers les produits qui sont réellement des produits de qualité et responsables, en fait. Sur le matraquage publicitaire des gros acteurs de la mass fashion, comme a dit Clarisse ce matin, il ne faut pas se leurrer, il faut faire de la guerre économique. Voilà, à un moment, ce sont des prédateurs, ce sont des grands prédateurs de tout le système, en fait. Donc, il y a un certain nombre de fédérations qui se mobilisent aussi pour parler,
sensibiliser les élus, les députés européens. Voilà, il y a tout un travail qui est fait. Mais à chacun de le faire et de dire non à tout ça, non à ce qui détruit les emplois, l'industrie, la créativité. Voilà, c'est à tout le monde de dire non conjointement. Merci à vous et merci à tous. Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transformation post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenhub.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute, à bientôt!